Nous sommes le 31 juillet 2012. Pour la première fois de l'histoire, un sportif français décroche une 3e médaille d'or aux Jeux Olympiques en individuel et dans la même discipline. Nous sommes à Londres, c'est du canoë et ce sportif, c'est Tony Estanguet qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On va peut-être d'abord revenir sur le contexte de cet exploit. 4 ans avant, vous êtes à Pékin, vous êtes le porte-drapeau de la France, mais vous revenez de Chine sans médaille. Ça a été difficile de rebondir après ça ? Ouais, c'est vrai que ça a été une grosse claque, n'ayant pas peur des mots. Bon, après, dans le sport, on est habitué quand même à l'échec parce que finalement, on a tellement de compétitions qu'on ne peut pas tout gagner. Mais là, c'est vrai que c'était un échec assez cuisant et il a fallu se reconstruire. Et du coup, ça vous a donné plus de rage, une envie d'en découdre, justement ? En tous les cas, je pense que ça a été une bonne leçon d'humilité et ça m'a fait du bien. Voilà, ça m'a permis de me reposer des questions, ça m'a permis d'aborder la compétition de manière différente, de me reposer les bonnes questions. J'ai commencé à travailler avec mon frère à partir de ce moment-là. Ça a été une histoire incroyable pendant 4 ans de regravir les différents échelons et j'ai pris beaucoup de plaisir. Ouais. Vous iriez jusqu'à dire que l'échec de Pékin vous a même servi finalement ? Ouais, sans aucun doute. Ouais, non, j'ai énormément appris. Je pense que j'ai peut-être plus appris à Pékin que sur d'autres victoires olympiques. Parce que voilà, il y a eu une grosse remise en question derrière. C'était très dur, très violent, parce que vraiment, l'objectif c'était de gagner et puis de ne pas se qualifier pour la finale, c'est dur. J'étais porte-drapeau, donc voilà, vraiment j'ai l'impression d'être passé complètement à côté. Mais encore une fois, c'était une bonne leçon d'humilité sur laquelle je me suis appuyé et que je continue à m'appuyer dessus d'ailleurs. Ce 31 juillet, quel est votre état d'esprit avant de commencer l'épreuve ? Vous avez dit à l'époque, j'espérais n'être que dans le plaisir, mais ce fut plutôt dans l'abnégation et le contrôle. Ouais, en fait, il y a une image qui m'a marqué, c'est Usain Bolt en 2008 qu'on découvre tous et on a l'impression qu'il s'amuse pendant l'effort. Et donc je me suis dit, si je continue pendant 4 ans, je veux être capable d'apporter un petit peu de ça dans ma préparation et le jour de la compétition, je veux être capable d'être détendu. Finalement, voilà, le naturel revient au galop et le 31 juillet 2012, j'étais pas si détendu que ça, je faisais pas le malin, mais quand même, je pense que j'avais passé un cap et j'ai réussi quand même à profiter de l'instant, encore une fois avec mes proches, et à gagner d'une manière complètement nouvelle pour moi, avec beaucoup plus de plaisir. Oui, parce que votre ultime descente est absolument parfaite, d'après les spécialistes. Comment vous l'expliquez ? Vous dites que vous étiez en phase avec les éléments. Est-ce que c'est ça aussi le sport ? C'est une sorte d'alchimie, une espèce de magie, quelque chose d'irrationnel ? Ouais, c'est exactement ça. Il y a des moments qu'on n'arrive pas à expliquer. Moi, j'ai vraiment eu des fois des moments où entre la demi-finale et la finale, je passais un cap. Il y avait une espèce de force inconsciente en moi qui me permettait d'être meilleur, qui me permettait d'aller plus vite, d'avoir un temps d'avance, l'œil qui va aller chercher la bonne information visuelle au bon moment. Et puis, on se surprend à passer plus près des portes que ce qui était prévu et ça passe quand même. Il y a vraiment cette force intérieure qu'on arrive à mobiliser parce que ça fait tellement de temps qu'on prépare cet instant-là qu'on est vraiment à son meilleur niveau. Est-ce que vous diriez que vous avez aussi été stimulé par la concurrence avec le Slovaque, votre grand rival historique, je vais peut-être écorcher son nom, Michal Martican ? Ouais, c'est ça, sacré exactement. À Pékin. Ouais, c'est une belle histoire parce qu'on s'est tiré la bourre depuis qu'on est cadet. Voilà, au championnat du monde, il a un petit peu plus de médailles que moi. Aux Jeux Olympiques, j'en ai une de plus que lui. Mais voilà, on a toujours été soit premier, soit deuxième et on s'est tiré la bourre dans un bon état d'esprit. Et c'est sûr que sans lui, je pense que je n'aurais pas réussi à atteindre ce niveau-là. Donc, des fois, la confrontation et la compétition, ça a du bon parce que ça permet de progresser tout simplement. À l'époque, vous refusiez de hiérarchiser l'importance de vos médailles. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que cette médaille à Londres n'est pas plus belle, plus forte que celle de 2000 et de 2004 ? Non, j'ai pas envie de hiérarchiser parce que vraiment je garde de bons souvenirs. Chaque médaille a été vraiment un vrai combat à aller chercher. La première est très forte parce qu'on découvre les Jeux, parce que Sydney, devenir champion olympique à 22 ans, c'était quand même, ça reste un souvenir très fort. Et puis voilà, après, pendant toute ma carrière, il s'est passé beaucoup d'émotions et les 3 médailles sont quand même 3 temps très forts de ma carrière. Et dès le mois de novembre qui suit, vous décidez de mettre fin à votre carrière, une décision difficile à prendre là aussi ? Non, pas tellement. Je m'étais déjà posé la question en 2008, après l'échec, parce que là, j'étais anéanti. Je pensais vraiment que j'étais plus capable de revenir. Ça aurait été terrible de terminer là-dessus. Ouais, c'était dur et trop dur d'arrêter là-dessus. Donc, je me suis fait violence et je suis revenu à la compétition. Mais après 2012, ça s'est vraiment imposé naturellement. J'étais content de passer à autre chose et de me lancer de nouveaux défis. Et oui, justement, l'une de vos plus grandes craintes, c'était de ne pas trouver de défi aussi palpitant que celui-ci. Ça n'a pas du tout été le cas, finalement. Ouais. Non, c'était génial, finalement. Je pense que... En 2012, fin 2012, je me suis fait la promesse avec moi-même de rester dans le milieu olympique, de devenir membre du CIO, d'essayer de m'impliquer dans les instances sportives, de m'impliquer dans mon sport. Aujourd'hui, je préside l'organisation d'un championnat du monde de canoë-kayak. Enfin voilà, je suis
pleinement investi et Paris 2024 est arrivé et c'était pour moi le formidable moyen de donner vie finalement à cette expérience que j'avais accumulée sur les 4 Olympiades et de faire continuer ce rêve olympique. Racontez-nous comment ça s'est passé. On est venu vous chercher? Oui et non. Vous pouvez le dire, on est entre nous. Ouais, non, moi j'avais vraiment envie d'en être et je pense que dès que j'ai vu qu'il y avait une étincelle quelque part, je me suis faufilé pour effectivement montrer mon intérêt pour ce projet. Et après, effectivement, on m'a demandé de m'impliquer dans ce projet parce que voilà, je cochais différentes cases, l'ancien athlète qui était membre du CIO, qui avait un discours un peu nouveau. Donc, voilà. Une vraie capacité de convaincre aussi. Vous avez un art oratoire, c'est ce qu'on lit effectivement dans les papiers sur vous. Vous êtes vraiment capable de convaincre. En tous les cas, c'est dans ma mission aujourd'hui de convaincre les membres du CIO, les votants, de choisir Paris 2024. Et c'est pour moi nouveau, c'est aussi ce que je voulais dans ce défi-là. C'est-à-dire que même si je reste dans le sport, dans le monde olympique, c'est quand même très différent de quand j'étais athlète. Aujourd'hui, il s'agit de convaincre, il s'agit de gérer tellement de choses différentes. Avant, quand j'étais athlète, j'étais dans mon canoë, je gérais mon entreprise qui était très facile quelque part à gérer parce que je maîtrisais les contours. Aujourd'hui, c'est un monde tellement vaste, il faut gérer les politiques, il faut gérer les athlètes, il faut gérer l'international, le national. C'est pas comparable finalement? Parce que là non plus, il ne faut rater aucune porte, aucune étape. Il faut être bon partout. C'est une vraie compétition. Là, je suis d'accord avec vous, c'est une vraie compétition et il va falloir se battre comme des lions jusqu'à la fin. Ça va être très serré. Souvenons-nous des dernières candidatures où on a perdu de pas grand-chose. Donc là, il ne faut rien laisser au hasard. Effectivement, c'est un détail. Il faut être pro, il faut être carré, il faut essayer d'être dynamique, positif. On a aujourd'hui un projet de dingue. Voilà, organiser des Jeux à Paris, ça serait juste merveilleux. On a tout pour ça. On a l'expertise, on a les stades. Donc j'ai aucun doute là-dessus. Les Jeux à Paris seront une réussite. Mais si on est candidat et si on organise les Jeux, c'est pas seulement pour ça. C'est aussi pour dire aux Français que ça va avoir un impact très fort pour ce pays. Parce qu'aujourd'hui, ça reste l'événement le plus positif, le plus populaire. C'est éventuellement créer 250 000 emplois. C'est faire en sorte que plus d'enfants aient accès au sport. Et le développement de la pratique sportive, on sait aussi que c'est bon pour le bien-être, c'est bon pour la santé publique. Enfin, voilà, on se rend compte que finalement, ça a un intérêt pour tous et qu'il faut qu'ensemble, on soit fiers d'être français et qu'on fasse gagner la France. Vous êtes dans quelle phase aujourd'hui? Je crois que le 7 octobre dernier, le volet financier et de gouvernance a été remis au CIO. Quelles sont les prochaines phases? Quelles sont les prochaines étapes pour vous? Alors en fait, il y a 3 phases dans la candidature. On est rentré dans la 3e et dernière phase. La dernière ligne droite. Voilà, c'est la dernière ligne droite. C'est la plus importante parce qu'il s'agit de promouvoir le projet. Encore une fois, qui est un projet solide, qui est mesuré, qui est raisonnable. Aujourd'hui, on parle d'héritage, voilà, pour essayer de vraiment optimiser cet héritage-là et aller convaincre chacun des membres du CIO. Donc le 3 février, on remet notre copie finale aux membres du CIO. Ensuite, ils viennent à Paris une fois. Ça sera au mois de mai. Pour une visite guidée? Pour une visite où ils vont faire le tour des sites, ils vont nous questionner un peu sur notre projet. Grosse pression là aussi. Grosse pression. Et puis 2 présentations officielles devant les membres du CIO, une en juillet et une à 1h du vote le 13 septembre 2017. Vous n'êtes pas seul à porter ce projet, je crois qu'il y a d'autres sportifs. Il y a vraiment une superbe équipe. Je crois que c'est vraiment la force de ce projet, et notamment par rapport aux candidatures passées. Cette fois-ci, la candidature elle est portée par les sportifs. C'est nous qui avons choisi les sites, c'est nous qui aujourd'hui définissons un peu la stratégie de communication. Et vous êtes les mieux placés pour ça, d'ailleurs. Et je pense qu'on est, on est légitime, on est crédible, on a envie d'en être, on a envie de montrer à la France et au monde international que s'ils viennent à Paris, ils seront bien accueillis parce qu'il y a cette passion pour les Jeux dans ce pays et que les athlètes vont se mobiliser. Et il y a qui avec vous? Alors il y a Teddy Riner, il y a Martin Fourcade, il y a Renaud Lavillenie, il y a Marie-Amélie Le Fur, enfin il y a aujourd'hui une cinquantaine d'athlètes qui sont pleinement mobilisés et voilà, on est vraiment ravis de les compter parmi nous. Tony Estanguet, si je vous demande de terminer cette phrase le 31 juillet 2012, on retourne en arrière, c'est le jour où? Que me répondez-vous? Waouh, c'est le jour où un nouveau rêve est arrivé parce que voilà, j'ai vraiment terminé ma carrière de la plus belle des manières. J'ai rêvé de cette fin de carrière avec un titre olympique en famille avec mon frangin au bord de l'eau. Et puis le rêve de continuer cette histoire olympique. Et aujourd'hui, je me régale, comme quand j'étais athlète. Je suis porté par cette ambition de nouveau avec un projet collectif de faire gagner ce pays. Merci beaucoup Tony Estanguet d'avoir répondu à notre invitation sur LCI. L'information continue sur LCI.